c'est exceptionnel, c'est que ce que j'avais demandé à Sarah, c'est que je veux une double trame narrative, je veux Franz, mais je veux vraiment voir la croisée des mondes, en fait. Donc, c'est le retour à Montréal, que Franz décrit comme une espèce de fatum, mais bon, il a quand même choisi. et qui est vraiment, disons, une forme de point de dialogue constant dans son œuvre. Et ça permet aussi, justement, il y a des pages de fin du livre qui sont aussi des observations, me semble-t-il, très fines sur la situation actuelle, sur certaines impasses actuelles. Donc voilà, je vous invite vivement à tirer profit du talent de Sarah et puis évidemment de l'éloquence de Franz. Donc est-ce qu'il y a des gens qui voudraient poser des questions, qui voudraient que ce soit à Sarah ou à Franz n'hésitez pas. Toujours la première question qui est difficile à tirer, après le problème c'est d'arrêter. Maintenant je vais faire comme avec mes étudiants, je vais dire alors, est-ce que vous avez une question? Non, pas de... Oui, allez-y. Ben, moi j'en avais une, en fait, c'est qu'est-ce qui a animé la réalisation de ce livre-là? Est-ce que c'est comme un... Je donne des exemples, mais est-ce que c'est comme un devoir de mémoire, un hommage à certaines personnes? Est-ce que c'est juste à croiser des chemins qu'à ce moment-là dans votre vie vous étiez prêt à faire le livre? Ou est-ce que c'était un projet de longue date qui s'est déjà pensé? Comme qu'est-ce qui a un peu animé la réalisation du livre? Parce que tu sais, avec ce qu'on. Souvent les biographies, on voit ça une fois que la personne est morte ou c'est comme. Tu sais, puis là, l'histoire continue encore à chaque jour de s'écrire. Fait que c'est ça, je me demande qu'est-ce qui a amené. Hormis la discussion dans la cuisine. Mais ça fait longtemps que je veux faire un projet avec Franz parce que peut-être qui le connaît le sait, il a une vie quand même assez rocambolesque. Il me fait penser à un personnage du réalisme merveilleux caribéen où sa vie est un roman en quelque sorte. Et ça fait longtemps que je voulais lui rendre hommage. Ça fait 30 ans, on a 30 ans d'amitié, donc les Franz. Ce qui veut dire que ça avait 1 an à peu près quand même. mais c'est un être pour moi extraordinaire, qui a une érudition extraordinaire et comme tous les gens que je connais qui sont érudits, il n'est pas chiant. Il est très 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 accessible, il est très 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 généreux et c'est un conteur extraordinaire. Donc lui rendre hommage, je travaille avec lui. Ça pas que je te vois, mais je te vois tout le temps. C'est une des collaboratrice. Oui, collaboratrice de Franz à la Semaine d'action contre le racisme. Donc, je sais quel est cet homme. Monsieur Bourgeois aussi, ça fait. Je reçois toujours vos mails, vous êtes un érudit, vous aussi, vous connaissez Franz. Ça fait longtemps que je voulais travailler à lui rendre hommage sous différentes formes. Et celle-là en est une. Il y en aura d'autres aussi. Et c'est ça. Il y a une histoire extraordinaire. Donc, il était temps de lui rendre hommage. Christian me donne la maternité un peu de. Il m'a demandé pour le livre, mais c'est vraiment sa collection qui est extraordinaire, qui amène ça. Et voilà, je crois que Franz, c'est une biographie. Non, il n'est pas mort, il n'est surtout pas mort. Il y en a au moins pour encore 200 ans à vivre. Si on se fie sur sa mère, qui est centenaire, qui va avoir 101 ans la semaine prochaine, à peu près. Donc, c'est une génétique forte chez les Voltaire. Et donc, lui rendre hommage, mais aussi voir le parcours, puis aussi Christian l'a dit, j'ai été prof de Sciences Po pendant 20 ans, tu le sais, oui. C'est l'ancien étudiant en moi. Donc, pendant 20 ans au Cégep de Rosemont, j'ai eu plein de jeunes comme étudiantes, quand ils voyaient qu'on parlait de leur... soit les groupes minoritaires, peu importe, hein, que ce soit de genre, de race, de sexe, etc., d'orientation, etc., quand on parlait des groupes minoritaires desquels ils étaient issus, et elles étaient issus, et dont je parlais avec honneur, là je voyais la colonne se redresser, je voyais le sourire, je voyais l'illumination dans le visage. Et ça, je crois que c'est aussi beaucoup pour tout le monde, mais aussi beaucoup pour les jeunes générations. Je crois que quand on a des exemples, c'est quand même pas, c'est peut-être une vérité de la police, hein, c'est pas une révélation absolue, mais je crois qu'il faut le répéter, puis il faut encore le répéter, comme dirait, pour être sûr que les sourds entendent, comme dirait Galeano. L'exemplarité et l'émulation permet aux jeunes de se voir, de se permettre d'être, de rêver et d'agir, et je crois que
que c'est une des choses fondamentales pour laquelle je voulais écrire, ce livre aussi, et rendre hommage à mon ami Fanfan, qui est un homme d'une générosité. Vous allez le voir dans le livre, là, okay, c'est... je parle de vous. on parle de toi, hein, on parle de beaucoup de gens ici. Et Franz rend hommage à plein de gens, et c'est ça aussi qui m'intéresse de cet homme. C'est qu'il n'est pas... c'est un livre communautaire. Totalement, c'est ça. Il n'aime pas les selfies. Il n'avait pas envie que ce livre-là soit juste un selfie de lui et d'une émulation de lui. Il voulait rendre hommage à tout le monde, et je crois que ça nous permet de voir, et j'espère que vous allez voir, hein, tous les liens entre Haïti et le Québec, mais pas depuis hier, pas depuis 20 ans, pas depuis 30 ans, depuis plus de 100 ans, en 1909, je crois, Oui. déjà dans le livre on en parle, mais sinon on avait Et eu même des après, discussions. je découvre par hasard, parce que bon, j'ai des lubies un peu inutiles. J'adore ça aussi. Ça sera un autre sujet, ça, les savoirs inutiles. Donc je me suis intéressé à la question de la production du livre. Pas quelque chose qui est très glamour, comme on dit en anglais. Et donc je me suis intéressé à voir depuis quand au Québec on publie des auteurs ou on publie des auteurs haïtiens. Puis on a eu la chance, on a une très très grande bibliothèque, on a eu la chance d'hériter une bibliothèque. Et je découvre que c'était un ancien prof au secondaire qui est venu ici dans les années 60, qu'il avait une vingtaine d'ouvrages que sa fille nous a légués, qui ont été publiés au Québec. Et on découvre qu'il y avait des publications depuis 1879 que le Parlement haïtien avait décidé de faire publier un rapport au Québec. C'est étrange. Mais plus tard, je découvre quelque chose de plus bizarre encore. Il y avait un journal qu'on appelait le Québec Mirror, un journal anglais, qui a traduit en 1805 la première constitution haïtienne en anglais, et qui est produite ici. C'est-à-dire, ça, j'ignorais complètement ce détail, c'est un peu... Donc, ce que je veux dire, j'essaie de retracer quels sont les liens qui existent. Ça m'a intéressé parce que... Bon, des liens d'égal à égal aussi, c'est ça qui est important. Par ailleurs, on a une revue d'histoire et on a eu au centre un Suédois, Frédéric Thomasson, qui travaille sur les Antilles, c'est peut-être le seul ou le deux, ils sont deux à le faire. Et il est venu et il racontait comment il avait dépouillé tous les journaux suédois par ses étudiants et qu'il avait découvert qu'il y avait 350 articles sur la révolution haïtienne. Bon, moi, c'est ce qui m'a poussé à dire, bon, et si ça s'est passé en Suède, entre 1791 et 1805, les Anglais occupent la Jamaïque, certainement il doit y avoir un intérêt pour comprendre, parce qu'il y a des liens économiques entre, essentiellement, c'était la côte atlantique du Canada de l'époque, donc entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse avec la colonie. Donc, des fois, on a des pistes comme ça qui nous révèlent des choses dont on ignorait totalement. Bon, je dois dire qu'on a eu, et puis il est là avec nous, des profs qui venaient du Québec. Il y a un prof que j'ai découvert, c'était un prêtre catholique pour le vin. D'ailleurs, il nous a régalé, il était photographe, toute une collection de photos qu'il avait fait durant son séjour en Haïti. Donc, des fois, on trouve des liens des livres qui sont publiés ici, la correspondance entre Dantès Bellegarde, qui est un des peut-être penseurs haïtiens des débuts des années, qui lui-même, c'est un des premiers, il était durant l'occupation américaine d'Haïti, donc 1915-1934, et il a cherché à établir des contacts en disant, peut-être c'est du Québec qu'on pourrait établir des ponts pour une modernisation de la société haïtienne. Alors, peu à peu, on découvre qu'il y a des liens qui se sont tissés au fil du temps, avec toutes leurs contradictions. Mais ça m'a semblé intéressant de retrouver tous ces liens. Ça, c'est un élément qu'on retrouve dans le livre aussi, c'est-à-dire que justement le fait que, comme Sarah le disait, c'est comme si vraiment, je vais faire de la mauvaise paraphrase, mais il y a une poétique de relation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément de liens, puis ce qui est intéressant de voir, c'est lorsqu'on en prend un, en fait, c'est comme une toile, en fait, donc on s'aperçoit, ah tiens, il y a ça qui vient avec, il y a ça qui vient avec, et puis tout à coup on voit un lien qu'on n'avait pas vu au départ, c'est vraiment comme une espèce de reconstruction, c'est pour ça que je vous disais, en fait, que comme si le livre avait plusieurs niveaux de lecture, donc en ce sens-là, Quand tu parles de poésie, Franz, peut-être
Il y a une histoire, il me semble que c'est dans le livre, mais je ne sais même plus ce qui est dans le livre. Tout ce qu'on se raconte, tout ce qu'on se raconte. Mais il y avait une Québécoise mariée avec un Haïtien, Ah ben oui, poète, voilà, qui s'est même donné un nom. lui, là, derrière, c'est son oncle. Patrick. Juste derrière, Patrick. C'est une famille très liée au Québec, la famille de Patrick. Donc, Madame dans les Hiver, années la 60, poétesse Hiver, Et raconte-nous. en fait, elle écrivait en Haïti sous le nom de Michel Hiver. C'est trop joli, Non, c'est québécois. et Michel Hiver correspondait avec René Bénin, c'était mon oncle, dans les années 40 et 30. D'accord. Déjà, il y avait les correspondances en Haïti. Ouais. Mon père a étudié à l'Université Laval en 1945, exemple. Donc, c'est un lien dont parle Fanfan, c'est étonnant. Le premier numéro de Mercury et Québec Mercury, le premier numéro qui apparaît en janvier 1805, à la première page, ou bien à la page 8. À la page 4. À la page 4, on parle, Monsieur, deux archivistes, ok? Patrick était on parle, l'archiviste on parle incroyable. déjà d'Haïti. Donc, non, et Daniel Gay, quand il a produit Les Noirs au Québec, il mentionne qu'il y avait des gens venant de Saint-Domingue déjà en 1760. Donc, Fanfan le dit. Moi, je me permets que Fanfan me pointe du doigt pour dire une chose. Bon, ça fait longtemps que je travaille avec Fanfan. Nous sommes deux malades de la documentation haïtienne. Deux malades. Ah oui, totalement. Moi, je m'occupe aussi d'autre chose. Oui, oui. Et Et fatigué, je vous laisse. Oui. je vais dire, moi j'ai eu le privilège de lire le livre. Et pour Fanfan, de lire le livre avant l'apparition. Je me demande si c'est un hommage. Fanfan n'a pas besoin d'un hommage. Pour moi, ce livre est plutôt, permettez-moi de donner mon opinion, c'est le livre nous faire revivre notre génération, la génération de ceux qui viennent d'avoir 70 ans et plus, toute une époque, sur les barricades ou ailleurs. Et c'est cette époque qui est décrite avec le cœur, avec une lecture facile. Je ne sais pas s'il y a des gens de 40 ou 50 ans comprendront. Mais c'est ça surtout que je vois. Et Fanfan, tu m'excuses Fanfan, je sais que tu n'as pas besoin d'un hommage. C'est peut-être un hommage à notre génération. Ben, je pense que c'est l'idée même, enfin je parle pour la collection, l'idée même de la collection c'est ça en fait, parce qu'on n'a pas besoin en fait de s'intéresser à des... On peut s'intéresser à des singularités, mais la singularité est toujours visible en opposition à quelque chose, que ce soit l'uniforme. Et donc, c'est précisément ça, en fait, que moi, puis Sarah, ça prouve que Sarah a très bien fait son travail avec Franz, c'est-à-dire que c'est justement ce qu'on voulait voir, c'est-à-dire qu'un parcours biographique est toujours une leçon aussi d'histoire. Et puis, moi, ce que je trouve remarquable, vous dites, oui, c'est votre génération, c'est votre parcours, etc. Mais pour moi, ce qui est très important, je dirais, s'il y a un message politique à la collection, et là c'est à mon tour de m'approprier, c'est vraiment, c'est notre histoire. C'est ça le plus important. C'est notre histoire. Ce n'est pas vrai que c'est une histoire séparée. Parce que comme vous le dites, en fait, c'est une histoire qui date d'il y a très longtemps. Et je crois qu'en fait, le problème en ce moment, c'est parce qu'on essaie de voir comme si nous avions des histoires séparées. Alors qu'en fait, c'est notre histoire. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est vraiment peut-être, quand on parlait de retrouver le sens d'une colonne vertébrale qui se dresse, pour moi, c'est ça essentiellement. Et faisons confiance, Patrick. C'est pour votre génération, mais faisons confiance aux jeunes. Moi, je sais que. Tu le sais aussi, tout le monde, les gens ont l'intelligence de la tête, du cœur et de l'âme. Moi, j'ai complètement confiance dans les jeunes qui vont comprendre. Qui vont pouvoir se l'approprier, justement, comme les autres. Il y a des choses qui vont échapper, mais il y a toujours des choses qui nous échappent. Et après ça, on est curieux puis on apprend. Le but de tout ça aussi, c'est que justement, ça ne soit pas vu simplement comme un objet d'histoire, que c'est vraiment quelque chose qui est toujours présent, et que